Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonsoir à la famille DMG, likez, partagez, commentez. Alors, moi j'ai ma soeur, ma cousine, mon amie, ma meilleure amie, avec qui on a le même âge, on se promène, on va à la prière, 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 prière. Donc elle a sa copine d'enfance avec qui elle a grandi, mais sa copine, elle était d'une vie où elle était fauchée de piquer, quoi. Genre la galère même. Pas de mari, pas d'enfant, pas de situation. Sa vie, là, ça ressemblait à rien. Donc, sa copine fauchée, tellement elle était piquée, souvent fouille dans son sac à main, son portefeuille, sachant qu'elle n'a pas l'argent, mais elle espère qu'elle puisse trouver une petite pièce, quoi. Mais il n'y a pas. Donc, sa copine en question, elle m'attend. Elle voit sa copine, c'est-à-dire ma cousine, va se connecter sur Facebook et elle voit sa copine, sa vie a changé. Elle roule dans une grosse voiture, elle est en Europe, ça va, elle brille, elle a ses enfants. Hey, c'est ma copine avec qui on a galéré ici, là, sa vie qui a changé comme ça. Donc, elle rentre dans le inbox de sa copine. Elle dit, allô, ben, je vais appeler la copine comment? Ariane, d'accord. Donc, elle dit, Harry, mais qu'est-ce qui se passe? Ta vie a changé, raconte-moi. Que tu m'as laissé là, c'est la même chose dans ma vie. La condition n'a pas changé en fait pour moi. Donc il y a Harry qui lui dit, ah ma chérie, est-ce que tu es prête à écouter? En tout cas, mon témoignage est fabuleux. Elle dit, je t'écoute, faut parler. Je suis pressée, mais il faut parler. Donc Ariane lui dit que dans le cherchement de prières, il y a une personne qui lui remet le contact d'un homme de Dieu qui se trouve à Poy, à Yopougon, c'est une commune. Donc, elle est à Makori. Elle était dans le temps à Makori. Elle ne connaît pas Yopougon, mais elle s'entremêle, elle se démerde et puis elle va rencontrer l'homme de Dieu. Elle dit qu'elle rentre dans l'église là. C'est le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ça bouillonne là-bas, quoi. Ça brille. L'homme de Dieu la reçoit à son tour. Quand elle est assise, il lui demande les nouvelles. Elle commence à raconter sa vie. Elle monte, elle descend, elle rentre. Il la stoppe. Il dit, ben, je vais te dire quelque chose, ma fille. Tu as deux problèmes. C'est que ici, là, c'est pas ta terre de bonheur, en fait. C'est pas ici que tu dois rester. C'est comme si t'ont volé ta vie et puis tu es en train de vivre la vie d'une autre personne en ce moment. Donc, ton mariage, là, ils ont volé ta bague et ils l'ont prise et la personne a mis ça dans son derrière. Comprenez pas derrière, excusez-moi, vu qu'il y a les enfants qui nous écoutent sur DMG. Donc, la personne a mis ça dans son derrière. Est-ce que toi, Ariane, tu peux aller enlever ta bague de mariage dans le derrière d'une personne? Elle dit non. Il dit d'accord. Ton passeport, là, la personne a enterré dans un lieu secret qu'elle seule connaît. Est-ce que toi, Ariane, tu peux aller retrouver ton passeport qui est enterré spirituellement? Elle dit non. Il dit donc on fait quoi la personne? Parle vite. Elle est là, elle dit ben, je veux qu'on prie. Il dit ici l'on prie, mais c'est retour à l'envoyeur. Parce que quand le sorcier te dit, moi, tant que je suis en vie, toi, tu ne vas pas te marier. Tant que moi, je suis en vie, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas réussir là. Ça veut dire que c'est sa mort qui l'attend. Tu es d'accord ou pas? Elle dit oui, je veux un retour. Elle n'a même pas fini de parler. Il y a deux hommes qui l'ont soulevé, l'ont envoyé sur un sable blanc. Le sable est très blanc. Elle dit, qu'elle voit les marchettes bien aiguisées. Tu sens que les machettes, on les aiguise chaque dimanche. C'est fait exprès, quoi. On les aiguise chaque dimanche. Donc, tu te mis à travers la lame de la machette. Et il y a un qui lui dit, prends une machette. Prends, on commence à prier, dit, je pique dans le corps de mon ennemi. Donc, elle, la meuf, elle soulève une petite machette, là. Et le frère lui dit, non, pas de cette machette-là. Si tu prends cette machette que tu la blesses, elle ne mourra pas dans le monde spirituel. Ils vont la soigner et puis elle va guérir. Et puis elle va chercher à savoir qui lui a fait ses pieds. Elle sera très méchante avec toi. Donc il te l'a soulevé une de ces machettes rares.
Et il la remet à Ariane. Il dit, pique dans son cœur, pique dans son cœur. Donc elle commence à dire, je pique dans ton cœur, je pique dans ton cœur, je pique dans ton cœur. Quand elle finit tout ça, elle décide de rentrer à la maison, à Makori. Mais elle est un peu traumatisée. Elle n'a jamais vu ça. Et puis elle se dit, ben, déjà, moi, je ne connais pas la commune de Yopougon. Donc, je ne viendrai plus ici. C'est la première et la dernière fois qu'ils m'ont vu. Que ça, c'est quel genre d'église, ça, là? Aïe! Et l'homme de Dieu s'appelait Machete. Elle dit, ouais, je ne viens plus. Donc, après 3 semaines, elle était assise à la maison et sa tante, sa confidente, sa meilleure amie l'appelle. Eh ma fille, je ne me sens pas bien, oh, viens me voir. Il y a longtemps, tu ne viens même pas me voir, tu ne m'appelles pas, que j'ai envie de te voir, viens me voir. Donc, Ariane se lève, elle part chez la tante. Arrivée sur place, elle commence à papoter, causer de tout et de rien, parler de la vie, de la famille et tout ça. Et en partant, elle dit, mais tanti, moi-même, je suis venue ici, là, parce que tu te sens pas bien. Je ne t'ai même pas demandé ce que tu as. Que c'est quoi? Tu es malade, tu as le palu? Et voici sa tata qui lui dit, non, j'étais là un dimanche, il y a 3 semaines en arrière, et j'ai senti comme un poignard dans mon cœur. Ariane crie comme ça. Tandis tu dis quoi? Faut répondre, je n'ai pas bien entendu. Elle dit, ma fille, j'étais là un dimanche à 3 semaines de cela. J'étais assise. Et puis, vers telle heure, j'ai senti comme un poignard dans mon cœur. Ça, c'est le cri d'Ariane, le hé là. Elle dit, tante, tu dis quoi, mais? Qu'il faut bien m'expliquer. Donc, elle a tout de suite compris que tout son malheur venait de sa tante, sa confidente, celle à qui elle s'en va payer des pagnes, des cadeaux, des bijoux. Quand elle rencontre quelqu'un, elle vient lui dire, dès qu'on la drague, c'est la tante, c'est sa meilleure amie, quoi. Ça, elle dit tout parce que Ariane, elle a perdu sa mère. Donc, elle est orpheline et c'est sa tante là qui était comme sa maman. Donc, du coup, elle lui disait toute sa vie et elle rebobine toute sa vie en entendant ça. Et elle se rend compte que sa véritable sorcière, c'était sa tante. Donc, elle prend ses clics et ses claques. Elle rentre à la maison. Elle dit d'accord. Après un mois, la tante en question meurt. Mais Harry ne va pas au funérailles. Elle reste chez elle. Après le décès de la tante, il y a un chamboulement bouleversant et positif qui arrive dans sa vie. Son mariage, c'est-à-dire qu'il y a un blanc qui quitte en Europe, qui vient jusqu'à ici, la marier légalement. Et puis, il part avec elle. C'est avec lui, elle fait ses enfants, elle fait ses voyages, elle va aux États-Unis, elle va en Europe, elle va en Allemagne, elle revient, elle fait ses affaires. Et que tout a changé. Donc, ma cousine, maintenant, qui est contente, elle dit, ah, mais c'est que l'homme de Dieu Machete, là. Hein? Tu vas nous donner son numéro parce que ma soeur et moi, là, ah, c'est toujours compliqué. Hein? Donc, Harry qui va nous faire savoir que elle n'a plus le contact de l'homme de Dieu. Elle ne sait pas où c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bref, elle ne sait pas comment on fait pour nous donner le numéro. Donc, famille DMG, il n'y a pas le numéro de l'homme de Dieu là-haut. La morale, c'est quoi? Déjà à la base, même si vous avez une confiance aveugle d'un des membres de votre famille, que ce soit votre mère, que ce soit votre père, que ce soit votre frère, votre soeur, mais on ne dit pas tout. Souvent, ayez une réserve. Et puis, si vous avez une personne proche à qui vous dites des choses, et puis vous voyez que vous partez d'échec en échec, arrêtez. Arrêtez de dire à la personne ce que vous vivez en fait. Arrêtez de lui dire, de vous confier à lui, à cette personne, bien à elle. Je ne sais pas. Donc, faites très, très, très attention. Et puis, restons éveillés. Quand tu constates aussi que ta vie n'est pas celle que tu penses mériter, et puis tu constates que c'est toujours les échecs, tu vas faire des enfants, tu ne te maries pas, tu tournes en rond, c'est toujours non, c'est toujours les fausses promesses. Il faut te lever spirituellement pour ta vie parce que ce n'est pas normal. Ok, alors, likez, partagez, commentez et puis merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, c'est toujours moi l'inconnu de l'autre bout du monde. Et je te reviens avec l'histoire de mon père. Et mon père, c'était quelqu'un qui n'était pas né
qui n'avait pas la chance de vivre dans une famille où on l'aimait beaucoup. Et il a dû rencontrer beaucoup de difficultés. Il était major et vous savez, parfois les maîtres, je sais pas si c'était professeur ou maître, on va dire professeur. Les professeurs vous appellent généralement pour vous envoyer, pour que vous fassiez des commissions pour eux. Et à chaque fois quand ils vont à l'école, quand l'heure sonne et qu'ils ne rentraient pas aussitôt avec les enfants, avec les autres enfants, c'était chaud à la maison, quoi. Mais ils ne pouvaient pas non plus refuser les commissions de ces professeurs, en fait. Et c'est comme ça, un jour, ils sont sortis, il avait été commissionné, et les autres sont rentrés, il n'est pas rentré, et sa maman a préparé, sa marâtre a préparé plutôt, et elle a dit, je vais prendre un nom au hasard, Gaëtan. Elle a dit, pourquoi Gaëtan n'est toujours pas rentré? Vous voyez, et lui, il rentre le dernier, il est toujours le premier à partir, il rentre le dernier et tout. Et d'un coup, la marâtre, au lieu de chercher ou bien de demander à un petit frère de trouver une assiette pour un plat plutôt pour lui mettre à manger, il prend c'était la pâte faite avec la farine de maïs. Je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, pour ceux qui m'écoutent. Elle prend plutôt, la maman prend le taux, la pâte, et qu'elle dépose par terre. Et elle dit aux autres enfants, quand Gaëtan vient, dites-lui de chercher sa pâte là-bas, et comme ça l'apprendra à venir tôt à la maison. Et c'est comme ça, il est rentré. Quand il est rentré, les enfants lui ont dit, ah, c'est comme ça, maman a mis ta pâte par terre et tout. Il n'a rien dit parce qu'il était habitué à tout ça. Et il a pris la sauce, ils lui avaient même pas laissé une partie de la sauce, ils avaient tout bouffé et tout. Et il est juste allé à la cuisine, il a pris un morceau de piment là-bas et il est venu mettre sur la pierre là qui sert à écraser le piment là. Il a écrasé, il a mis du sel et il a pris sa pâte, il a enlevé là où il y avait le sable et il prenait la pâte pour prendre le piment sur la pierre là et il a mangé. Après il est retourné à l'école et comme il était le major de leur école, comme il était le major, il devait aller tôt à l'école pour préparer le bureau. C'est pas un autre temps où voilà, il faut déléguer des gens. C'est toi-même qui vas préparer le bureau du professeur et tout et tout. Et c'est comme ça, il s'est couché et il a rêvé que il était en train d'arranger, de préparer la salle de classe. Et il y avait un cochon qui est rentré. Et quand le cochon est rentré, il est monté sur le banc. Il a commencé à courir sur le banc. Le cochon le poursuivait. Et le cochon était en bas des bancs. Lui, il était en haut. Et il courait. À un moment donné, il a glissé. Et son pied, un de ses pieds est rentré sous le banc. Et le cochon l'a mordu. Et quand il s'est réveillé physiquement, il a vu que le pied là saignait. Le pied qui a été mordu par le cochon, ce pied saignait. Et c'est comme ça, il n'a pas pris ça au sérieux, il s'est levé, il a pris son bain, voilà, tranquillement, comme chaque matin, il est parti à l'école. Mais le professeur a remarqué qu'il n'était pas dans son assiette. Comme d'habitude, le professeur lui a posé premièrement la question, il a dit non, ça va.
Deuxièmement, le professeur s'est approché et le professeur a remarqué que son pied est enflé, son pied a rempli le pantalon. C'était horrible en fait. Et c'est comme ça que le professeur a délégué 2 de ses camarades qui ont un peu la force, de le raccompagner à la maison, histoire d'aller se soigner et tout. Et pour aller à l'école, il faudrait traverser un fleuve pour aller, et il partait avec son vélo. Quand ils ont traversé le fleuve, il a dit à ses camarades, retournez à l'école pour suivre le cours, je vais me débrouiller, je vais y aller. Ne vous inquiétez pas, ça peut aller. Donc ils ont insisté, il a dit non. Il a commencé à pédaler son vélo avec le pied, le seul pied qui est bon. Il essaie de t'appuyer le pédale et puis de ramener le pédale avec ce même pied-là. Et c'est comme ça il arrivait à avancer. Et lui, il a pris la direction de la maison. Les autres ont pris encore le fleuve pour retourner à l'école. Et à un moment donné, il dit qu'il a remarqué quelque chose, il a ressenti quelque chose. Et quand il a soulevé la tête, c'était les rameaux là. Les rameaux que les chrétiens utilisent pendant la Pâque là. Les premières feuilles du palmier là, c'est fait en croix avec des trucs, les popelines rouges, blancs, noirs, des trucs de fétichisme ou bien comment on peut l'appeler. Oui, c'est ça. Et c'était un truc comme ça avec des trucs attachés, des trucs bizarres attachés sur le rameau là qui était en forme de croix. Mais le bout, c'est taillé en fait et c'est pointu. Ça peut percer quelqu'un en fait. Et il a dit qu'il a remarqué que ce truc-là venait vers lui et il s'est baissé et ça l'a raté, c'est passé en fait. Après, c'est revenu par derrière et ça s'est reproduit 2 fois sur la route quand il partait à la maison. Et il a pu arriver à la maison. Sa malade n'était pas là, son papa n'était pas là, il est resté dans la cour. Juste dans la soirée, sa maman est arrivée. Il a raconté l'histoire à la maman dit non, et la malade dit non. Toi, tu es parti jouer au football, tu as eu une plaie, tu n'as pas arrangé, tu n'as pas pris soin de la plaie, et voilà, tu viens raconter des bobards. Le papa n'a rien dit. Et la nuit, son père est arrivé, il a raconté l'histoire à son père. Son père a dit ok, j'ai compris, va te coucher, demain matin on va aller chercher une solution pour ça. C'est comme ça mon père est parti se coucher et il dit que sur son lit, le même truc, le même truc en forme de croix qui a essayé de le tuer en chemin. Maintenant, ça a descendu du toit pour le percer sur son lit en fait. Et Dieu faisant bien les choses, avec la douleur, il a ouvert les yeux et par surprise, son regard a croisé le truc et là, il a roulé, il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, il s'est tiré par terre jusqu'à ce que il est parti dans la chambre de son père. Il est tombé sur son père. Il a dit non, papa, le truc est revenu, tout ça. Et son père a dit non, ça c'est sérieux. Et il y avait un cordonnier non loin de là-bas. Son père l'a amené chez le cordonnier. Apparemment, c'est un cordonnier, mais il est un peu fort aussi. Et le cordonnier a dit ton fils a ça et tu lui dis de dormir demain. Tu sais ce qui peut l'arriver la nuit? C'est comme ça, ce monsieur est rentré dans la chambre. Il a sorti une corne d'animaux. Oui, et il a sorti une corne d'animal. Et on dirait c'est les trucs les cornes de chèvre ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une corne d'animal. Et quand il a sorti le truc, il y avait une poudre noire à l'intérieur. Et c'est comme ça, il a un peu incisé le pied là qui était enflé de partout. Et il a mis la poudre noire.
Mon père a dit que ça faisait même pas 1 minute. Le pied enflé, c'est devenu normal. Et c'est comme ça, mon papa et son père sont rentrés à la maison. Et la plaie, il avait eu du mal. À chaque fois, ça faisait comme si c'est une plaie qui partait. À chaque fois, ça revenait en fait. Et même si ça se cicatrisait, il suffit d'une petite chose et puis cette plaie-là, ça revient. Et un jour, il était en train de mettre de la pommade là-bas et moi, j'ai posé la question. Et c'est en ce moment où il nous racontait l'histoire et c'est comme ça. Nous, on a su que voilà, cette cicatrice-là qui est là-bas, en fait, c'est toute une histoire qu'il a vécue, quoi. Donc aujourd'hui, je comptais partager cette histoire-là avec vous et en même temps dire aux parents, et il faut savoir écouter vos enfants, il faut savoir... aujourd'hui, ça a beaucoup changé par rapport à avant. À l'époque de mon père, c'était compliqué parce que nos grands-parents prenaient trop de femmes. C'était trop. Et puis voilà, si tu n'es pas l'enfant de la dernière femme, là, ça devient compliqué, quoi. Et, en tout cas, il faut beaucoup prier, il faut faire attention à vos enfants quand ils vous parlent de quelque chose, quand ils sentent quelque chose et qu'ils vous disent. Il faut beaucoup prêter attention à ce que les autres disent. Parce que il y a des gens qui peuvent ressentir des choses ou bien des gens qui peuvent voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Il faut prêter attention aux autres. Merci beaucoup. Et partagez, likez et encouragez ce brave monsieur dans ce qu'il fait. Merci DMG. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Ok. Bonjour DMG. Ici Léonidas. Je viens aujourd'hui encore pour vous raconter une autre petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Et cette histoire, je crois que je vais l'intituler Jeunes enfants, écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Bon, l'histoire, comme je le dis, hein, je suis obligé d'acheter à chaque fois l'histoire de ma vie pour enlever les petites parties dont je trouve un peu mystique, un peu bizarre, disons, paranormal. Voilà. Ma mère et mon père, ils ont été divorcés. Bon, ils ont été divorcés. Après le divorce, madame elle habite à part, monsieur à part, et les enfants étaient avec nous. Souvent, moi, je faisais la navette. Souvent, j'allais chez mon père. Quand j'étais dans un lycée qui n'était pas trop loin de chez mon papa. Donc, souvent, les midis, je pouvais descendre là-bas. Et puis, bon, dans notre maison familiale dans le temps. Chaque fois que je partais là-bas, ça me donnait un peu de souvenirs, quoi. Et ma mère, elle habitait carrément très loin. C'est-à-dire que dans le temps, je suis en train de parler de quand, dans les années 94. Dans les années 94. Donc, c'est là. Mais l'histoire qui m'est arrivée bien avant l'année 94, c'est-à-dire c'était en 93. Après que je sois revenu de Benouin, là où j'étais, pour la 6e, la 5e, ma mère vivait dans une autre villa, elle aussi, qui était une pièce de, c'était combien, 5 chambres, c'est 4 chambres salon. Donc 3 chambres à l'intérieur, avec le salon, plus une petite chambre indépendante dehors, sur la terrasse. La cour en question, la villa, elle était carrément en bordure de route. Ça va être dans le quartier, quoi, mais en bordure de route. C'est pas que les voitures, ces temps-là, on ne voyait pas assez de voitures. On habitait juste en face du directeur de la construction, tu vois, de l'urbanisme et de la construction, voilà. Donc, lui, il avait un domaine gigantesque. Donc là, l'indépendance, c'était les grands frères qui dormaient là. Mon grand frère, mes aînés, ils dormaient là, et moi, le plus petit, je dormais avec ma mère. Elle avait son lit. Juste à côté d'elle, au-dessus de la fenêtre, ou juste à côté de la fenêtre, j'avais le mien. Un tout petit lit, une place. Sinon, j'avais 13 ans. Voilà.
12 ans, 13 ans. Donc, comme ça, un soir, vous savez, quand on était petit, on aimerait aussi regarder les ciné-nuits. On appelait dans le temps, il y avait des ciné-nuits où les films d'horreur, on les mettait vers les minuit. Mais pour atteindre minuit, c'était carrément difficile. Et moi, j'étais celui-là même qui, quand il dormait, j'étais tellement avancé dans les rêves que quand je dormais, tu allais me secouer encore et encore. Tu pouvais même me déplacer. Je continuais à dormir. Parce que j'étais dans le rêve, j'étais loin. Et ça, je vous en ai parlé un peu plus devant. Donc, comme ça, ma mère me dit une nuit, bon, un soir, tu dors pas? Je m'appelais Bernard. Mais Bernard, tu dors pas? Il dit non, je vais regarder le film là avec les cousins et autres. Il dit ok, elle est partie se coucher. Moi, elle allait en chambre. Moi, je suis resté là, j'ai commencé à sortir. J'ai dit à mes cousins, bon, moi, il va me coucher. Ma mère est venue encore me retrouver. Mais alors, va te coucher. J'ai dit non, moi je veux, parce que ce que je voulais faire, c'est dormir dans les dépendantes avec où dormaient les frères. Là, voilà. Je voulais me jouer déjà les. C'était quoi, l'émancipation, quoi. Je voulais aussi rester là-bas, me coucher. La telle enseigne que souvent, quand le grand frère est derrière la maison, c'est dans la cour arrière, il s'est rasé les barbes. Moi, je me cachais. J'allais prendre les résidus des larmes qu'il jetait là, je nettoyais bien. Et puis, je me rasais pour pouvoir avoir un peu en fait, essayer de ressembler au grand frère, quoi. Ça me plaisait de voir qu'il se rase. C'était vraiment beau. Donc, moi, je voulais l'émancipation aussi. Du coup, je voulais forcément dormir dans l'indépendance. Ce jour-là, je crois que le grand frère n'était pas là. Il était seul qui dormait là-bas. Il n'était pas là. Je crois qu'il était en classe de terminale, si je ne me trompe pas. Il avait fait 2 fois, 3 fois la terminale. Tout ça. Bon, c'était, ouais. Donc, ce jour-là, je voulais forcément dormir dans l'indépendance. Du coup, je faisais cette petite micmac avec la mère. Non, je n'ai pas sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Après, quand elle est revenue pour la deuxième fois, je lui ai carrément dit non, maman, je dors là. Je dors dehors là. Elle me dit non, ça c'est tes grands frères qui n'est pas qu'ils viennent déranger, taper la porte. Parce que les chambres sont loin du salon. Souvent, on ne les attend pas. Ou comme la maison est carrément en bordure de route, ils doivent se déplacer, aller taper les fenêtres là, toquer à la fenêtre pour que les personnes puissent se déplacer, traverser le salon, venir ouvrir la porte de la véranda et puis rentrer. Donc, comme ça, l'indépendance était vraiment bien faite. Du coup, eux, quand ils venaient, ils sortaient, ils allaient au boom, tout ça, aux anniversaires, souvent, bon, peu importe. Ils revenaient, ils dormaient tranquillement. Donc, moi, je voulais également faire un truc de ce genre-là. Ma mère dit non. C'est trop petit, tu ne peux pas dormir. Elle dit non, bon, étant têtu, c'était le dernier, étant têtu. Non, moi, je vais dormir là-bas. Je ne sais pas, le grand frère, bon, elle s'est dit quoi, le grand frère allait revenir après, donc ce serait plus facile. Mais cette nuit-là, on dirait que le gars, il était sorti, mais déjà la journée, mais il n'était pas revenu. Moi, je suis entré. Les grands fermés. Je suis entré, j'ai fermé donc, je me rappelle très bien avoir fermé la porte de la chambre. Il était sur la véranda. Ça veut dire que quand tu es sur la terrasse de la maison, tu vois carrément le quartier parce que la maison était un peu plus haute. Donc, je rentre, je commence à dormir. Et vous vous souvenez que je disais précédemment que quand je me mets à dormir, c'est carrément impossible de me réveiller jusqu'à ce que je me réveille moi-même. C'est-à-dire que je sors du sommeil, quoi. Mais cette nuit-là, c'était carrément différent. Je dors, j'entends des chiens en train de crier, d'aboyer, pas possible. Oh, on racontait tellement d'histoires mystiques ou mystérieuses ou, je ne sais pas, des histoires qui font peur, les trucs de fantômes, tout ça là. Il a commencé à me passer des choses à la tête. À telle enseigne même que quand je suis couché, j'ouvre les yeux, le porte-manteau qui est là, c'est comme s'il y avait une personne qui était habillée en blanc qui me regardait. Merde alors. Mon gars, bizarrement, je suis devenu glacé, tremblant, très lourd, comme s'ils avaient déposé un poids sur moi. J'arrivais même pas à bouger même du doigt. J'étais là, comment faire? Et j'entendais les chiens aboyer, vraiment terriblement. À telle enseigne qu'ils aboient, tu les sens. Tu sais, arrivé un moment, je vivais tellement l'action qu'arrivait un moment, quand les chiens aboyaient, c'est comme si je me trouvais parmi eux et que je voyais ce qui se passait. Et dans les aboiements, ils venaient vers la cour. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de clôture. Donc, quand tu es sur la route, tu peux même rentrer chez nous tranquillement. Là. Donc, ils venaient même à la maison. Et ensuite, ils couraient. Et tu entendais un chien crier comme si on l'avait. Souvent, quand les chiens, ils aboient, tu les lapides, tu les entends crier là. Voilà. J'entendais un chien crier, il pleure. Il s'en va. Merde, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui l'a tapé alors. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'essaie de me retourner parce que je faisais face au mur.
J'ai fait dos au mur maintenant. En faisant dos au mur, qu'est-ce que je m'aperçois? La porte est grandement ouverte. Pourtant, je me souvenais avoir fermé la porte à double tour. La porte est grandement ouverte. Merde alors, qu'est-ce que je fais? Mais pour me lever, pour aller la fermer, c'est impossible. Mais souvent, il est dit que la peur est créatrice. De peur en peur, on finit par obtenir du courage. L'homme a eu peur de l'obscurité, il a créé la lumière. Il a eu peur de se déplacer trop en pied, il a créé la voiture, les moyens de déplacement. Donc, je prends mon courage en 2010, je prends ma peur à son parent suisse à deux mains. Je me lève, j'essaie de fermer la porte, je n'arrive pas. Je ne sais pas quelle force m'a prise. Je suis sorti et je vois un attroupement de chiens avec deux silhouettes en bon milieu des chiens. Un est carrément gigantesque, il avait même la taille d'un poteau électrique. Et l'autre, il est carrément, c'est-à-dire plus je regarde, plus c'est le contraire quoi. Celui qui est gigantesque, il continue à être gigantesque. Et celui qui est petit, il continue à être petit. Mais ils étaient très loin. Et je les voyais comme si j'étais à côté, mais je n'arrivais pas à voir le visage. C'est comme ça, dans ma peur terrible, en train de grignoter sur moi, je marche. La chambre de ma maman était carrément au bout de c'est-à-dire que c'est carrément la fin de la maison. Je vais toquer à la porte, à la fenêtre, disons. Maman, j'arrivais même pas à prononcer les mots. Maman. Et elle est tombée. Oui, c'est qui? C'est moi, Bernard. J'ai peur. C'est comme ça, la mère, elle sort, elle ouvre la porte. Et elle vient me récupérer. J'ai dit, je tremblais 6 mois comme ça. Elle dit, mais t'as pas fermé la porte? Il dit, j'avais fermé la porte, mais il ne sait pas pourquoi la porte est ouverte. Je rentre, elle me fait coucher. Le lendemain matin, une fille, pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris comment ça se fait que la porte était ouverte pendant que moi, je me rappelle l'avoir fermée. Et ce rêve, pas ce rêve, disons, et cette situation qui m'est arrivée, ces personnes voilà, que j'avais vues, là, je les ai revues encore dans une autre situation. Et ça, je vais vous raconter ça peut-être à la suite. Du coup, c'est pour dire quoi? Écoutez vos mères, écoutez vos pères, écoutez vos parents qui vous tiennent vraiment à cœur, pas les parents qui cherchent à vous sacrifier, pas les parents qui vous utilisent seulement pour leur fin personnelle, non. Les parents qui vous aiment de tout cœur, qui sont prêts à vous sacrifier pour vous. Écoutez-les. Ce que je suis en train de vous dire, je vais rencontrer encore une autre histoire. Un jeune Européen est parti au pays. N'ayant pas écouté les conseils de sa mère, a reçu des conséquences. Donc, merci à vous et je reviens encore pour une suite. C'était Leonidas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, Mbolo Samba à la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. Dieu fait toujours grâce. Je viens raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Comme je l'ai dit, à ma 2e histoire, c'est la 3e fois que je raconte. Je vais raconter plus des histoires que j'ai vécues personnellement parce que j'en ai vécu pas mal. Et voilà, l'histoire se passe au Gabon. Je suis gabonaise. L'histoire se passe au Gabon, dans la 9e province du Gabon et dans la ville de Yem, dont je ne suis pas originaire. J'y étais juste pour apprendre. Voilà. Donc, ça se passe en 2014. Je louais, pas loin de mon établissement, je louais un studio. J'y vivais seule, mais sauf qu'il y a des fois, j'avais une meilleure amie à l'époque, qui venait des fois faire des semaines avec moi, des jours, des fois elle venait passer le week-end. Et j'avais aussi mon petit ami qui venait de temps en temps. Voilà, l'histoire commence un jour. Je sortais de l'école. Bon, pour vous dire déjà, mon studio en question, c'était dans un bâtiment, on va dire. C'était dans un bâtiment et il y avait mon studio, il y avait la porte qui suivait mon studio. C'était une pièce qui n'était plus occupée parce qu'en fait, c'était un endroit où la bailleresse, c'était normalement une chambre. À la base, c'était une chambre, mais la bailleresse l'avait occupée pour faire son tout petit bar qui ne donnait pas trop. Donc, du coup, elle a laissé tomber l'affaire. Et ce studio-là, cette chambre-là, elle était fermée.
Après, cette chambre suivait une porte et la porte avait un couloir. C'était un couloir. Lorsqu'on ouvrait la porte, c'était un couloir où il y avait 3 chambres. 2 chambres d'un côté et une de l'autre côté. L'autre chambre là, la chambre qui était la chambre qui était seule de l'autre côté, c'était des sujets burkinabés et maliens qui louaient là à l'intérieur. Et les 2 autres chambres qui étaient de l'autre côté, c'était une dame avec sa fille. La dame a pris une chambre et l'autre chambre qui était juste à l'entrée de la porte, c'était celle de sa fille. Voilà. On était là, on était tous locataires. Donc, moi, je m'entendais déjà très bien avec la fille parce que bon, ça, c'est un petit détail. C'était, on va dire, en quelque sorte une belle-sœur parce que ils étaient du même village que mon petit ami en question, mon petit ami de l'époque. Donc, voilà. Du coup, on s'entendait bien, vraiment, on s'entendait vraiment super bien. Voilà. Donc, ce jour-là, c'était un jeudi, je me rappelle très bien. C'était un jeudi, je sortais des cours, il faisait 13 heures. Ce jour-là, j'ouvre ma porte. Quand j'arrive devant ma porte, j'ouvre, il y avait des marches d'escalier. Je crois 2 marches qu'il fallait juste monter. Après, j'ouvre la porte. Et lorsque j'ouvre la porte, déjà dans mon salon, j'avais j'avais 2 chaises empilées, des chaises plastiques que j'avais mis là au mur qui était juste en face de la porte centrale. Donc lorsque tu ouvres la porte centrale, tu fais directement face aux chaises. Donc c'est comme ça que j'avais mis ces chaises-là. Et en fait, c'était directement à l'entrée de la porte de la chambre aussi. Ce qui faisait que lorsque je sortais de la chambre, je m'asseyais directement là. Des fois, lorsque je rentrais des cours comme ça, quand je rentrais dans le salon, je m'asseyais aussi là et pour enlever les chaussures ou souffler un peu. Donc, c'était comme ça en fait. Donc, ce jour-là, lorsque j'ouvre la porte, directement, bim, quand je regarde, je vois une dame assise, une dame noire assise. Avec, elle avait un foulard, et vraiment un foulard, vraiment un grand foulard, et une tenue africaine. Et la tenue africaine, c'était en fait le tissu de politique de, je crois, 2009. 2009, oui. C'était le tissu de la politique de 2009. Et quand j'ouvre, je vois la femme, automatiquement, je prends peur, je referme la porte avec une violence. Je referme la porte avec une violence et puis, boum, je suis là. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Mais sur le coup, je me dis, bon, il y a le soleil, je suis fatiguée. Peut-être que je suis en train d'halluciner, je ne sais pas. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ouvre encore la porte, je me dis que bon, peut-être moi, je me dis que j'ai peut-être halluciné avec la fatigue. Quand j'ouvre encore la porte, la dame, elle est toujours là assise. Je referme encore la porte avec la violence. Je dis Jésus-Christ. Je suis restée là devant la porte. En fait, j'ai fait des pas en arrière. J'ai failli tomber. J'ai refermé la porte. Je dis, mais je remonte. En fait, je faisais des va-et-vient pour chercher à voir s'il y a une personne qui devait arriver. Sauf que là, il y avait complètement personne en fait. Tout le monde, les gens, ils étaient à l'école, je ne sais pas, dans leurs activités. Il n'y avait pas des gens. Ma baïresse, elle était un peu plus bas. Et même ses enfants étaient encore à l'école. En fait, nous, on n'était pas en bordure de route. On n'était pas en bordure de route. Donc, pour voir vraiment les gens, il fallait encore monter. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis en train de faire des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Je me dis, bon, de toutes les façons, là, je suis peut-être en train d'halluciner. Je me mets devant la porte, comme je prie. Pour ça, franchement, je prie beaucoup. Pour ça, je prie beaucoup. Je fais du mieux que je peux, en tout cas. Mais je sais que je prie. J'ai toujours vécu dans la prière. Je ne suis pas croyante, genre très, très pratiquante. Mais j'ai toujours vécu dans la prière. Et comme je vous le disais dans ma première histoire, dans ma seconde histoire, j'ai une tête ouverte.
Donc, ce genre de choses, j'ai déjà beaucoup vécu ce genre de choses. C'est juste que quand ça t'arrive comme ça, c'est vrai que même si tu as pour habitude de vivre certaines choses, mais ça n'empêche pas que quand ça t'arrive, tu peux prendre peur ou alors ça n'empêche pas ça. Je suis pas un ganga, je suis pas non, je suis un être humain ordinaire, donc c'est normal que je prenne peur pour ce genre de choses. Donc voilà, je repars à la porte, je tire la poignée de la porte, je me mets à faire le Notre Père, je prie, je prie, je prie, et je dis, voilà, qui que tu sois, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu veux, voilà, c'est ma maison, je vais rentrer et tu me laisses rentrer chez moi. Parce que en fait, c'est ma mère qui m'avait appris à faire ce genre à parler comme ça à chaque fois. Parce que c'est quelque chose, comme je vous ai dit, j'ai une tête ouverte et à chaque fois je vis et je vois des choses. Donc du coup, ma mère m'orientait dans des choses qu'il fallait faire. Et du coup, j'étais déjà habituée que si je vis une certaine situation, il faudrait que je fasse ça ou que je dise ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à la porte, j'ai tenu la poignée. J'ai dit, je vais rentrer chez moi. Ce n'est pas ta maison. Je ne sais pas qui tu es. Je suis locataire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas d'où tu sors. Moi, je suis fatiguée. Je vais rentrer dans ma maison. Tu me laisses tranquillement rentrer dans ma maison. Et tu sors de chez moi, qui que tu sois. Mais c'est vrai que je le faisais, mais j'avais peur. Mais je l'ai quand même dit. J'ai ouvert la porte. Je suis rentrée dans la maison. Et là, j'ai commencé à visiter le petit. C'est un tout petit studio, hein, pas grand. Je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à visiter un peu, pièce par pièce et tout. Je suis rentrée dans la douche. J'ai vérifié et tout. Je me suis déchaussée tout en chantant hein, une louange avec la peur. Voilà, j'ai enclenché une louange. Je me suis mise à chanter et tout. Chanter, chanter, chanter. Je me suis déshabillée et tout. La journée a repris son cours. Je n'ai expliqué ça à personne, hein. J'ai pas expliqué ça à qui que ce soit, voilà. Je suis restée comme ça, la journée a suivi son cours. Le vendredi, je suis repartie à l'école le lendemain. Cette nuit-là, j'avais vraiment beaucoup prié. J'avais prié, je me suis réveillée à 3 heures, j'ai prié, j'ai prié. Je suis repartie au cours. Je suis repartie à l'école. Le lendemain, je suis partie à l'école. Lorsque je sors des cours, mon ami il me fait un message. Donc, à chaque fois qu'il devait venir passer le week-end ou quelque temps, il me prévenait toujours. Il m'a fait un message, il me dit non, je serai là-bas, je vais arriver dans la soirée parce que je vais passer le week-end là-bas. J'ai dit ok, d'accord. Il le faisait au cas où il y a mon ami qui devait arriver parce que il savait qu'elle aussi, à des fois, elle venait passer des week-ends et tout. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il est arrivé. Le vendredi soir, il est arrivé. Moi, je suis allée au cours. Le samedi, je suis allée au cours. Et lui, en fait, lui, c'était un footballeur. Donc, du coup, tous les soirs, il s'entraînait. Il allait faire les entraînements de foot tous les soirs. Des fois, à partir de 16 heures, il partait de la maison. Il partait au stade et il rentrait peut-être vers les 19 heures, 20 heures. C'était comme ça. Du moins 3 ou 4 fois par semaine, c'était comme ça. Donc, ce samedi-là, il devait aller aux entraînements. Et moi, je suis rentrée des cours à 13 heures. Je suis rentrée des cours à 13 heures. J'étais fatiguée. Quand je suis rentrée, bon, je me suis douchée, voilà. Je me suis allongée. J'ai mangé. Après, je me suis allongée. Et moi, je savais qu'il devait aller il devait aller au foot à 16 heures. Ben, il était avec ses amis au salon. Moi, j'étais allongée dans la chambre. Il avait reçu la visite de ses amis avec qui il devait aller jouer au foot. Et moi, j'étais dans la chambre. J'étais dans la chambre. Mais après, bon, moi, je suis surprise. Je me dis, mais bon, après, le temps est passé. Hein, excusez-moi, le temps est passé. Je vois qu'il faisait 16 heures. Il faisait 16 heures. Moi, je dormais. En fait, je me suis assoupie dans la chambre. Je me suis endormie. Après, je me réveille en sursaut. Je vois qu'il fait 16 heures. Je vois qu'il fait 16 heures et tout. Et je suis là allongée. Et quand j'étais allongée dans la chambre, la porte de la chambre, elle était ouverte. Elle était ouverte, donc je voyais tous les mouvements qui pouvaient se passer au salon. Et là, je le vois là, il est en train de se changer. Bon, j'étais fatiguée, j'étais allongée. Lui, il est en train de se changer au salon. En fait, il fait des va-et-vient.
Il est au salon, il est à la chambre. C'était comme ça, il est au salon, il est à la chambre. Et c'est comme ça que moi, je lui dis, non, moi, je suis fatiguée. Tu peux pas à chaque fois ouvrir la porte, fermer la porte, faire ceci, faire le bruit. Mais prends directement tes choses. Tu vas te changer une bonne fois au salon. Tu peux pas faire des va-et-vient à chaque fois. Mais quand moi, je suis en train de lui parler, bah, lui, il s'en fout. En tout cas, il continue à faire comme il veut. Il est là, il fait ses choses et tout. Du coup, moi, j'étais tellement avec le ras-le-bol, j'ai pris l'oreiller, j'ai mis sur la tête. En fait, je me suis retournée, je me suis mis sur le ventre, j'ai mis l'oreiller sur la tête comme genre, tu me saoules, tu fais le bruit et tout, tu fais du bruit et tout. J'ai mis l'oreiller, je me suis allongée jusqu'à ce que, bon, voilà, après, le bruit a cessé, la porte a claqué et tout. Je me suis dit que, bon, voilà, il est parti. Et je me dis, quand je me dis il est parti, voilà et tout, moi je m'en vais maintenant à la porte pour fermer la porte. Parce que moi je sais que je vais replonger dans mon sommeil, je vais me reposer, peut-être que je vais me réveiller à 18h, 19h, je ne sais pas. Mais je ne peux pas prendre le risque de laisser la porte ouverte. Donc j'ai juste fermé la porte centrale et j'ai laissé la porte de la chambre ouverte pour prendre un peu d'air et tout. Je me suis endormie. Et quand je m'endors, en fait, il y a quelqu'un qui toque à la porte après. Je sais pas, 1 heure de temps après, où il y a quelqu'un qui toque à la porte. La personne toque, la personne toque, la personne toque. Je dis, mais c'est qui là? Quand je sors, je vais ouvrir la porte. C'est lui. Mais je suis dépassée, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que lui, il se changeait. Quand il est parti s'échanger au salon, il a porté tout. Il a mis des chaussures. En fait, il a porté ses bottines, le reste, dans son petit sac. Mais sinon, il était déjà en tenue d'entraînement. Il avait déjà sa tenue sur le corps, sauf que les bottines et tous les petits trucs de foot, là, il avait ça dans son sac. Mais quand je le vois arriver, ben, je vois qu'il est en jean et il a un t-shirt, il est habillé normalement. Je me dis, mais c'est quoi le délire? C'est comme ça que je lui dis, non, mais quoi, tu as encore fait un tour en famille? Il me dit, un tour en famille, comment? Je suis en retard, les entraînements ont commencé. Je dis, comment ça? Il me dit, comment ça, comment ça, comment? Laisse-moi passer, je suis en retard et tout. Je lui dis, hé, bloque d'abord. Je dis, c'est quoi cette histoire? Tu n'étais pas là tout à l'heure, tu as dit, me dit que, mais c'est quelle histoire ça? Il dit, moi, je suis partie le matin. Bon, en fait, son village n'était pas trop loin. Son village, c'était juste... en fait, c'est comme un quartier maintenant de la ville. Il fallait juste 200 pour se rendre à son village. Il allait là-bas régulièrement pour rendre visite à ses parents et tout. C'est comme ça qu'il me dit, mais tu me racontes quoi? Quand tu es parti à l'école le matin, moi, je suis allée au village. J'ai dit, mais comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais là avec tes amis, pendant que moi je dormais, tu es venu avec tes amis, vous êtes changé, après tu t'es changé, après vous allez au foot. Il me dit, mais tu deviens folle ou quoi? Je lui ai dit, arrête ce que tu me racontes. Il me dit, je suis pressée, excuse-moi, tu vas faire tes délires après et tout. Mais moi je suis pressée, je suis en retard, regarde, il fait 17h et tout. Il s'est changé, il est parti, mais je reste à cogiter que mais c'est quel degré de rêve que j'ai fait au point où j'ai vécu comme si c'était du réel. Je reste à cogiter, 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 cogiter. Je dis, c'est comme ça, je sors maintenant. Je vais maintenant chez la fille en question, la fille qui habitait à côté, ma petite belle-sœur en question. J'essaie de lui expliquer l'affaire. Je lui dis, voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé et tout. Je n'arrive pas à comprendre déjà. Jeudi dernier, quand je suis rentrée, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et tout. C'est comme ça que elle se met à rire. Après, elle me dit, est-ce que quand tu es rentrée dans cette maison, est-ce que tu as parlé, est-ce que la bailleresse a parlé avec toi? La bailleresse, elle était de sujet guinéenne. Elle était de la Guinée équatoriale, oui. Et elle me dit, est-ce que tu t'es quand même assise avec la bailleresse pour parler avec la bailleresse? Je lui dis, mais parler avec la bailleresse? Mais oui, j'ai parlé avec la bailleresse. Parce que moi, j'ai dit à la bailleresse que moi, j'aime pas les locations sans contrat. On a fait un contrat, j'ai signé un contrat de location et tout. On a parlé et puis, qu'est-ce qu'elle devait me dire de plus? Elle me dit, mais la femme là, mais apparemment, la femme là, c'est vrai qu'elle est quand même un peu méchante. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais s'il y a quelque chose, explique-moi s'il y a quelque chose à me dire, explique-moi et tout. Elle me dit, en fait, moi, et la bailleresse avait aussi une fille avec laquelle on s'entendait très bien. Elle était plus âgée que nous. On s'entendait vraiment très bien avec cette fille en question. C'est comme ça qu'elle me dit, bon, je vais donner la fille au nom de Vanessa.
Elle me dit, moi, je préférais que tu en parles avec Vanessa. Moi, ça m'étonne même que Vanessa ne t'a rien dit et que je lui dis, maman, arrête de tourner autour du pot. Si tu as quelque chose à me dire, dis-moi. Si c'est quelque chose que tu voudrais pas que j'aille répéter, je te promets que je vais pas répéter et tout. Elle me dit, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un secret. C'est pas que c'est pas un commérage et tout. Mais moi, j'aimerais mieux que tu te rapproches de Vanessa. Il faudrait que Vanessa t'explique. Je lui dis, Vanessa, c'est long. Je t'ai dit que j'ai vécu une situation et tout. Si tu as quelque chose à me dire par rapport à ça, tu me dis, qu'est-ce que je vais encore faire? Que je vais encore aller voir Vanessa, les longueurs, monter, descendre et tout. Explique-moi. C'est comme ça qu'elle me dit, en fait, ma chérie, le studio dans lequel tu es, il y avait un monsieur qui louait là. Le monsieur, il était c'était un Camerounais. Il louait avec une fille. Il louait avec sa chérie. C'était une Gabonaise. Elle était de Mivoul. Pour les Gabonais, ils connaissent Mivoul. Elle était de Mivoul. Et cette fille en question, avec ce gars, il faisait des pratiques. En fait, il faisait on ne sait pas si c'était des bains ou quoi qu'il faisait aux gens ici. Mais il faisait des trucs ici, il faisait des pratiques ici et tout. Et il y a des gens souvent qui venaient, je ne sais pas s'ils vendaient des médicaments, s'ils faisaient des médicaments et tout. Et nous, on sait que chez nous, on sait que les gens de Mivoul, ils sont un peu réputés pour ce genre de choses-là. Ils sont réputés pour faire des pratiques et tout. Déjà, il y a même des histoires bizarres qui sortent de cet endroit-là. En fait, c'est un village. Voilà, il y a des gens qui sont des gens de Mivoul. En fait, nous au Gabon, on sait qu'ils sont réputés pour des trucs vraiment, vraiment très mystiques. Voilà. Donc, elle m'a dit, la fille, elle vivait là avec son gars et il faisait ça aux gens. Des fois, il faisait des bains aux gens. Il y a des gens qui venaient, il faisait des pratiques aux gens et tout un tas de trucs. Ils gagnaient leur vie en fonction de ça. Mais lorsque la fille est partie d'ici, on a découvert que voilà, on a appris que la fille, quand elle est partie, elle est décédée et tout. Et il paraît même que il y a certaines personnes qui faisaient des médicaments et tout. Je sais pas, des bains, je sais pas trop. Et ces personnes-là, dans ça, il y avait une dame qui était décédée. Pendant qu'ils étaient ici, ils ont fait des trucs à une femme, ils ont fait un médicament à une femme, je ne sais pas si c'est l'initiation ou quoi. Ils sont allés faire ça, si c'est dans le village de la femme, quelque chose comme ça. Et puis la femme, elle a trouvé la mort, je ne sais pas si l'initiation s'est mal passée et tout. Après, c'est après qu'ils sont partis d'ici. Et la fille, elle est allée, quelques mois après, elle est tombée malade. On a appris son décès et tout. C'est comme ça que j'ai dit, waouh, mais la baïresse, elle ne m'a rien dit et tout. Mais j'aurais pu... C'est vrai que moi, quand j'arrive dans des endroits, comme je suis arrivée dans cette maison, j'essaie de faire ma petite prière, je prends le sel, j'essaie de verser un peu partout. Et ça, je l'avais fait. Mais je me dis que bon, ça, c'était peut-être pas... c'était peut-être pas... Il fallait peut-être que j'appelle un homme de Dieu et tout. Si j'aurais su, en fait, j'aurais dû appeler un homme de Dieu. En plus, j'étais pas loin, il y avait l'église dans laquelle je priais, c'était pas très loin. Je me dis, mais la baïresse, elle m'a jamais dit ça et tout. Mais après, maintenant, dans la soirée, je me suis rapprochée de la fille de la baïresse en question, la Vanessa. J'ai essayé de lui expliquer. Elle m'a dit, oui, mais moi, je pensais que maman t'avait parlé de ça et tout. Vraiment, ça se voit que tu pries beaucoup parce que depuis que tu es arrivée, je te promets qu'après toi, il y a eu un locataire. C'était aussi une jeune fille comme toi qui n'a même pas fait 2 mois. Je crois qu'elle a fait au trop. Si c'était au trop, elle a fait peut-être 1 mois et une semaine. Après, elle est partie parce qu'elle est tombée malade. Elle avait des cauchemars et tout, des trucs comme ça, voilà. Donc, toi, vraiment, je vois vraiment que tu as vraiment un esprit fort. Mais honnêtement, sans te mentir, moi, quand je te voyais là, moi, je me disais que maman t'avait expliqué. Je dis non, elle m'a jamais expliqué et tout. Maintenant, quand mon petit ami est arrivé, je lui ai expliqué ça. Voilà, je lui ai expliqué la situation là et là, il a compris que voilà, donc en fait, c'est encore tes trucs et tout. Mais honnêtement, quand tu m'as expliqué ça là, je comprenais pas ce que tu voulais dire. Je voyais pas où tu voulais en venir et tout. Donc en fait, c'est ça là, c'est ce que j'avais vécu dans cette maison là. Et puis ce jour-là, la nuit, avant de dormir, j'ai parlé. J'ai parlé, j'avais demandé à mon petit ami d'assister
On a fait la prière et tout, j'ai parlé, j'ai dit, j'ai essayé de donner mon arbre généalogique du mieux que je connaissais. Je suis l'enfant de telle, petite fille de telle et de telle. Je reviens de tel village, je suis de telle province, je suis de telle ethnie, voilà. Je suis venue ici pour l'école, je ne vous dois rien, je ne dois rien à personne, je ne sais pas qui vous étiez, ce que vous avez eu à faire, je ne sais pas ce qui vous lie avec cette maison, mais ce n'est plus l'ancienne locataire qui est là, ce n'est plus les anciens locataires qui sont là. Moi, je suis telle, je suis la nouvelle, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Voilà, je n'ai pas de lien avec vous. Si vous pouvez me laisser tranquille, la personne que vous cherchez n'est pas là et tout. J'essaie de parler comme ça, parler. Et puis, voilà, on a dormi jusqu'à ce que je suis partie de cette maison. Je n'avais plus jamais, alors là, jamais fait ne serait-ce qu'un cauchemar vraiment trop étrange, bizarre. Je n'avais plus jamais vu ce genre de choses et tout. Donc, c'était ça mon expérience. C'est ça, c'est ce que j'ai vécu. Et c'était pour vous dire, lorsque vous allez dans des maisons, il faut prendre la peine de sanctifier des maisons. Il faut prendre la peine pour nous qui sommes des locataires. Il faut prendre aussi longtemps on est encore locataire. Il faut vivre comme ça. Lorsque vous arrivez dans des maisons, vous essayez de sanctifier la maison, faire des prières, essayer de faire ce que vous pouvez. Si vous avez la facilité de déplacer un homme de Dieu pour venir prier dans la maison, faites-le. Parce que c'est pas tous les bailleurs qui disent des vérités aux gens. C'est vraiment pas tous les bailleurs qui disent des vérités aux gens. Et puis non seulement il se peut que ces maisons-là, il y a eu des histoires bizarres comme la mienne, il se peut aussi que le bailleur en question soit impliqué dans des histoires louches ou alors même les voisins soient impliqués dans des histoires louches. Donc, il faut souvent prendre la peine de sanctifier les maisons, d'essayer de... Et lorsque vous vivez dans des endroits, il faut vraiment être... En général, restons dans la prière. Restons toujours dans la prière, mettons toujours nos vies dans les mains du Seigneur lorsque nous nous réveillons le matin. Voilà, essayez de remettre nos journées et nos vies entre les mains de Dieu. Voilà, c'était ça mon expérience. Likons, partageons, commentons et venez raconter pour ceux qui ont des histoires, venez raconter afin de sensibiliser le maximum de personnes. Bonne journée, bon dimanche à vous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bon, je viens là pour te raconter mon histoire. Bonsoir DMJ. Ça, tu devais le faire depuis, mais avec le temps et tout, bref. En fait, j'étais au Cameroun. J'ai travaillé pour un monsieur. Au départ, ça s'est passé comment? C'était genre, au début, tu venais à trouver du travail. Mais c'est vrai, j'étais dans une... je ne peinais pas en fait. J'étais dans une boîte, mais je voulais changer de boîte, quoi. Donc, du coup, j'envoyais les CV. Bref, tu connais comme ça se passe et tout. Donc, j'ai envoyé le CV et tout. Le monsieur a mis du temps pour me répondre. Le jour, il me répond le samedi. Du moins, il m'appelle. Il me fait comprendre que... est-ce que je suis toujours disponible pour pouvoir commencer le travail et tout. Donc, c'est que c'est le cas, je passe à son bureau. J'arrive et tout. Quand j'arrive, il me dit, bon, ça, celle qui était là, du moins celle dont je vais remplacer, malheureusement, son contrat est fini hier, c'est-à-dire vendredi, parce qu'on était le samedi, et qu'il aimerait une personne toute urgence qui va commencer le travail lundi. Est-ce que samedi et tout. Je lui ai dit oui, pas de souci, il n'y a pas de problème, je peux commencer lundi et tout. D'accord, on fixe dans la base, donc, du moins le compte, on fixe dans la base, quoi, c'est-à-dire le montant qui va me payer et tout, les horaires, machin. Tout était à caler. C'est moi qui avais les clés, c'est moi qui devais venir le matin et ouvrir les bureaux et tout. S'il fallait que je nettoie. Bref, c'était un peu ça mon travail parce que j'étais en tant que assistante, tu vois. Ce qui fait donc que chaque mois, j'arrivais donc chaque matin, au plus tard vers 6h30,
Non, au plus tard vers 7h, 6h30 par là, 7h. Donc, ce qui fait que j'arrivais toujours la première, j'ouvrais les bureaux et comme je suis une fille pieuse, du moins ce qui prie, donc chaque fois que avant d'entrer dans le bureau, j'avais toujours ma petite prière que le fait que mes pieds touchent le seuil de cette porte ou alors de ce bureau, tout à l'intérieur soit ma possession, quoi. Donc, du moins, j'avais toujours mon petit truc avant d'entrer, quoi. Quand j'entrais, du moins, je bénissais comme je pouvais, genre, que le Seigneur me bénisse durant toute cette journée, que le Seigneur me protège et tout, et tout, et tout, que dans tous ces bureaux, qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais. Bref, sans toutefois avoir d'arrière-pensée, du moins, c'était mon comme ça, quoi. Quand j'entre donc, puisque quand je quittais la maison, je quittais un peu tôt, ce qui faisait que je ne priais pas assez, du moins je ne priais pas comme je voulais. Donc je me disais que tiens, quand je serai au bureau, étant donné que je serai seule, parce que je serai la première, parce qu'il m'a fait comprendre que le boulot commençait à 8h, mais moi, tu vois, j'avais eu une avance quand même. Donc, je savais que les collègues allaient venir après. Donc, je savais que je pouvais prendre même 30 minutes à 45 minutes, mettre mes louanges et après mes louanges, je me mets à prier. Donc, ce que je faisais dans tous les matins. Sauf que les débuts, c'était un peu ça. Après un moment, c'était plus ça. Moi, j'avais la paresse de prier. Je sentais comme un fardeau qui était sur mon dos. C'était pas ça en fait. C'est que non, peut-être parce que je ne dors pas assez, peut-être parce qu'il faut que je dois me réveiller tôt. Peut-être c'est ça qui fait en sorte que je n'arrive pas à prier. Bon, et chaque fois que je me mettais à prier, c'est que je ne dors pas, c'est que je n'arrive pas au bout. Il y avait toujours un hic, quoi. Qu'est-ce qui se passe donc? C'est que un jour, je me mets à prier. Subitement, mon patron arrive. Il est 7h. Puis c'était arrivé le jour là un peu tôt. Il dit que qu'est-ce qui se passe? Il vient à 7h et tout. Depuis quand? Ah, du moins, s'il m'interrompt, je laisse ma prière et tout. Il me pose certaines petites questions là et après il part dans son bureau. Un autre jour, donc, quand il fallait toujours prier, le sommeil m'emportait. Je me mettais à dormir. Je dis que ça alors chaud. Il va donc falloir que je mette les louanges, l'adoration. Du moins, c'est les chants, quoi, les chants d'adoration. Avec ça, quand je vais commencer à chanter, j'aurai le zèle. Du moins, j'aurai la niaque, quoi, et la prière va s'en suivre. C'est comme ça que je mets dans l'adoration. Au moment de prier, encore le sommeil. Ainsi de suite, les jours ne faisaient que passer. Au final, je ne priais pas souvent. J'arrive dans la maison et me dis que mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je décide. Donc, je dis que bon, il va falloir que je fasse un jeûne. Peut-être avec le jeûne, j'aurai plus de force. Je me mets donc à faire un jeûne de 3 jours. Et là, le matin, il fallait que je prie, puisqu'il fallait que je prie aussi à 7h. Du moins, je savais que je priais pendant les heures impaires. Donc, il était question que je prie à 7h. À 7h, donc, quand je me mets dans la prière, le sommeil encore vient. Je dis que bon, peut-être parce que je suis assise sur une chaise, quoi. Donc, il va falloir que je mette mes genoux au sol. Quand je vais mettre mes genoux au sol, ça va faire en sorte que le sommeil parte, du moins parce que j'aurai mal aux genoux. Donc, ça va me faire rester en éveil. Je fais la même chose. C'est comme ça que mon patron encore entre. Et il me dit, j'aimerais vous voir dans mon bureau. Je dis, oui, monsieur, il y a un souci. Il me dit, apparemment, vous priez. Vous croyez en Dieu et tout. Oui, pourquoi? Donc, pour vous, Dieu existe. Bref, genre, je sais pas où ils vont en venir, mais bon, du moins, bon, je sais pas comment expliquer ça. Je vois un peu dans son jeu comme mais je me dis, bon, je vais pas entrer dedans. Il me dit, asseyez-vous. Il me montre son tableau, du moins c'était, si je me rappelle bien, c'était comme un prix qu'il avait gagné au Lions Club. Il me montre ça, il me dit, vous voyez ça, c'est écrit quoi? Il dit le Lions Club, et il y a quoi sur ça? Il dit, attendez, tournez-vous, vous voyez là-bas, il y a
Il me montre les trucs traditionnels, dont les trucs, déjà, il me dit, vous savez, ceci, on me l'a donné dans mon village en tant que traditionnaliste, machin, machin. Pour moi, je ne crois vraiment pas que Dieu existe. Et si Dieu existait, vous croyez que je pouvais avoir ce que j'ai aujourd'hui là, avec ce bureau, tous ces gens et tout, et tout, et tout, l'argent que j'ai, machin. Vous croyez vraiment que Dieu existe pour vous? Je dis que oui, pour moi, Dieu existe, il est là. Donc, je ne sais pas comment dire, mais il est là. Je ne sais pas. C'est un mot pour dire, pour décrire que Dieu existe. C'est le mot là que j'emploierais plus fort que celui que Dieu... Bref, que la phrase que Dieu existe, quoi. Et il dit donc, mais vous savez aussi, entre-temps, depuis que vous êtes là, vous ne me laissez pas indifférent, je vous aime bien comme femme, machin. Comment ça me fait les avances? Il dit que, mais, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ne faites pas comme si vous êtes une gamine parce que vous savez où je veux en venir. Je dis, oui, je ne suis pas une gamine, mais je suis professionnelle. Je ne suis pas là pour mélanger les choses. Soit je suis là pour le travail, soit je suis là pour autre chose. Et je ne me vois pas être là pour autre chose en dehors du travail. Mais donc, vous voulez me montrer que vous n'avez jamais trompé votre mari et tout, et tout. Et même si je l'ai trompé, c'est pas ce que je vais lui faire. Donc, il faut me laisser, s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressée. Il me dit OK. Les jours passent, DMG, il continue toujours dans les avances. Dans les avances sont les avances de menaces même. Genre, c'est que je n'accepte pas être avec lui et tout, même la paye et tout, et tout, et tout. Je vais voir, machin, machin, machin. Il me donnait toujours des trucs de menaces. L'argent qu'il était prévu, qu'il devait me payer, ça a commencé à diminuer. Dès que je me plains, il me dit, bon, je suis à tel hôtel, je suis dans telle ville, tu veux ton argent, tu viens me retrouver et tout, et tout. Donc, ça a commencé à devenir bizarre et tout. Sans oublier que les filles entraient, elles sortaient, machin, machin. Ce qui fait dans le X, c'est quoi? C'est que je reste un jour, il est 6h30. Il me dit, vous allez au bureau? Je dis oui. Il me dit, d'accord, entrez vite dans mon bureau, bon, je ne vais pas dire son métier, quoi. J'ai un truc là maintenant et tout, et tout, et tout. Il faut que vous entrez dans mon bureau, vous me donnez le dossier dont je veux là et tout. Comme ça que je me précipite. Je n'étais pas quoi au bureau. Bref, j'étais encore en train de monter, quoi. J'arrive vite aussi en scandale. Il faut monter les escaliers avec les talons. Tout. J'arrive, je commence à fouiller, je fouille. Je vois un amas. Un tas de caleçons dont de filles qu'on avait amassées. Un peu comme quand les enfants n'ont pas de ballon, là, tu vois un peu. Ils commencent à ramasser les habits. Ils entremêlent ça et tout. Ça fait comme un ballon et tout. Donc, c'était comme ça que les caleçons des sous-vêtements des filles, là, étaient... bref, c'était comme le ballon, quoi. Ça passe, tu vois un peu comme mon explication. Donc, comme un ballon. Je ferme vite le tiroir et dis Kiki. Ça, c'était encore pour me montrer quoi comme ça. Je commence à prendre de panique. Je ferme le tiroir, je sors, je pars, j'envoie. Bref, je l'appelle, je lui fais comprendre que monsieur, je n'ai pas vu le dossier dont vous parlez. Tout. Le monsieur là m'a insulté. M'a copieusement insulté. Comment je ne. Bref, il m'a insulté. J'ai laissé tomber. Le soir, bref, ma collègue me fait comprendre que non, on s'est rendu compte que le dossier était chez lui. Elle m'a laissé tomber. Une autre fois encore, c'était encore pareil. Il m'envoie encore chercher le dossier. Je dis, mon Seigneur, que ouais, mon Dieu, pardon. Il ne faut pas que je parte encore trouver ce que j'avais trouvé la dernière fois là. Pardon seulement, Seigneur. Je rentre dans le bureau. Tu as des frissons. Je ne sais pas pourquoi. Je rentre dans le bureau comme ça là, je tremble. Je pars maintenant que je fouille où j'avais fouillé la dernière fois là, il n'y a pas les sous-vêtements. Je suis fière que non, ça va, il a enlevé, il a compris que j'avais vu, il a enlevé et tout et tout. Mais pendant que je fouille, je ne trouve toujours pas. Je pars maintenant dans un autre, du moins dans un autre tiroir, et je trouve, dans un autre armoire quoi, je trouve encore maintenant les mêmes sous-vêtements et tout. Je me dis que mais comment se fait-il que les filles viennent coucher avec un homme? Tu viens coucher avec l'homme dans un bureau. Tu oublies ton sous-vêtement comment? Sans oublier que j'ai même sauté, oui, parce qu'avant même que je ne trouve ces sous-vêtements et tout, j'avais maintenant en tête chaque matin lorsque j'arrivais de bénir, verser le sel béni, mettre les l'ail sur les coins comme on m'avait expliqué et tout, que non, ça chasse les mauvais esprits et tout, et tout, et tout. Mais j'avais l'impression aussi que, je sais pas,
si c'est que c'est là et là, ou alors le sel là que je versais qui m'éloignait, qui faisait en sorte que, c'est pas, j'avais toujours des problèmes avec ce monsieur. On s'insultait, j'avais l'impression que non, nous sommes peut-être un couple. Donc, je me disais, et c'est vrai que dans mes prières, je disais toujours, Seigneur, que si ce n'est pas ma place là-bas, mon Dieu, que ta volonté soit faite, enlève-moi de là, enlève-moi. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait seulement rester. Et je dis que, mais donc, quand je trouve dans les sous-vêtements là et tout, je me pose des questions. Les filles là font comment? Après, tu vas te demander que ma vie d'avant, tu vas te poser des questions. Ma vie d'avant, c'est pas pourquoi. Pourtant, tu ne sais pas ce que le monsieur utilise avec ton sous-vêtement. Je sais pas. Que nos soeurs vraiment fassent attention. Sans toutefois oublier que après, après tout ça, j'ai peut-être fait encore même une semaine, je suis partie. Quand je pars, j'étais enceinte, quoi, j'étais dans les premières semaines de ma grossesse et tout. Le premier mois de ma grossesse. Je vois le monsieur dans mes rêves, il me fait comprendre que tu crois que je ne savais pas que vous êtes tombée enceinte étant chez moi, machin. Sachez que l'enfant que vous portez là va seulement m'appartenir, il va être notre prince dans notre loge et tout. La fin, il y a peut-être un mois qui était parti de là, hein, donc je ne pouvais même pas imaginer. Je me dis que mais ça c'est quel rêve? Sans oublier que dans le rêve, le monsieur était en train de faire les incantations, un peu comme s'il était dans une chambre, dans les toilettes. Moi j'étais dans une chambre, donc lui il se brossait les dents et tout. En même temps il faisait les incantations. Moi il était dans l'autre pièce, dans la chambre qui était à côté de cette toilette, que tu ne mourras pas et tout. Commençait à prier. Donc pendant que lui faisait ses incantations, moi je priais. Comme ça que me réveille du rêve, je dis que ça c'est encore quelle histoire. Donc il a fallu que je voie un pasteur qui a prié, du moins ce qui m'a aidé dans les prières. On a prié ensemble afin que je sois délivrée, parce que c'était vraiment comme si j'étais dans un trou. Durant tout ce temps. Il a fallu vraiment les prières fortes là pour que je sorte de là, quoi. Donc pour dire vraiment la prière, et il me dit si je ne priais pas, je ne suis pas sûre que le Seigneur m'aurait montré toutes ces choses. Et de deux encore, qu'importe le montant, qu'importe, je ne sais pas trop. Du moins, toujours prier. Toujours. Même si que tu trouves un emploi qui te donne le milliard et tu te dis que non, je suis à l'abri du besoin, il faut toujours prier. Parce que tu ne sais pas ce que ce milliard-là va te rapporter demain ou après-demain comme souci ou bien quoi que ce soit. Donc, et à nos sœurs vraiment qui sont toujours là pour peut-être le match ou bien pour l'argent ou je ne sais pas pourquoi. Du moins, il faut savoir avec qui coucher bref, c'est pas à moi d'expliquer comment. Bref, c'est pas à moi de le faire, mais que ces filles, que nos soeurs, nos amis vraiment, comprennent qu'on ne couche pas avec n'importe qui. On ne couche pas avec n'importe qui si tu n'es pas marié. Bref, que la fornication et tout là, du moins, nous sachons faire la part des choses en fait. Tu ne peux pas dire que tu pars coucher dans un bureau et tout, et tu t'oublies au point d'oublier ton sous-vêtement. Parce qu'après-demain, ça aura toujours des répercussions sur toi. Donc, je sors de là avertie, je sors de là vraiment, je peux dire, les pieds sur terre, parce que j'ai compris beaucoup de choses. La prière, rien que la prière sauve et guérit vraiment. Donc, je te remercie DMG. Voilà mon témoignage. J'en ai d'autres, c'est vrai. Je vais le faire lorsque j'aurai la force. Parce que vraiment, mes témoignages, vraiment, il faut vraiment la force. Parce que quand je raconte ça aujourd'hui, c'est avec beaucoup de force que je le fais. Parce que je comptais oublier, je comptais abandonner et tout. Parce que je me disais que non, Dieu m'a sauvée, Dieu m'a élevée. Mais après, je me suis dit, ça peut sauver. Parce qu'il y a plusieurs filles qui partent au boulot et tombent entre les mains de leur patron, soit disant que non, ça va augmenter mon argent, ça va faire ceci ou cela. Donc c'est un peu ça. Bonne journée à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien.
et j'espère que tout le monde va aussi bien. D'abord, avant de commencer mon histoire, je vais taire mon prénom, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc la belle famille. Alors, je remercie DMG et je remercie le Dieu d'abord parce que grâce à Dieu, j'ai connu DMG. Et grâce à DMG, je réalise vraiment que des histoires mystiques là, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel parce que je n'y croyais pas à 100%. Mais grâce aux histoires que DMG nous montre de temps en temps, je réalise vraiment que faudrait qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Ok, en fait, je suis là pour raconter mon histoire, une petite histoire d'ailleurs. Et en fait, j'étais avec mon ex, voilà. Et j'étais avec lui, on a passé au moins presque 2 ans ensemble. Et quand j'étais avec lui, bon, c'est quelqu'un, voilà, mon ex, c'est quelqu'un, il aime beaucoup les, comment on appelle, les protections là. Voilà, chez nous en Afrique, ça existe. Hein. On part chez un monsieur qui voit clair, qui peut nous faire des canaries, des médicaments pour nous protéger et tout. Mon ex, il faisait bien ça. Voilà, il adorait ça même en fait. Parce qu'il s'est dit, pour lui, c'est quoi? Dans sa famille, là, il y a trop de trucs, il y a trop de choses qui se passent là-dedans et tout. Donc, du coup, là, il aimait beaucoup. C'est quelqu'un, il ne partait pas à l'église, il ne partait pas à la mosquée, mais il était croyant. Voilà, il était croyant. Mais bon, étant avec lui, moi, j'ai eu des soucis là. Je tombais un peu trop malade, j'étais un peu bizarre, franchement, ça n'allait pas souvent, tu vois. Mais un jour, j'étais couchée chez moi, sur mon lit. Et avant, lorsque je dormais, je me protégeais avec des moustiquaires imprégnés là. Voilà. Moi, je dormais et je me suis protégée, c'est-à-dire que j'étais sur mon matelas et j'ai vraiment couvert le moustiquaire, j'ai vraiment fermé. C'est-à-dire il y avait même pas un trou. C'était tellement bien fermé que j'étais couchée. Et tard dans la nuit, j'ai eu l'impression, pas l'impression, mais j'ai eu comment on appelle ça même, mon corps était un peu bizarre là, comme s'il y avait un truc qui montait sur moi. Je me dis, faudrait que j'allume la lumière pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'allume la lumière, je vois rien. J'ai éteint la lumière et je me suis endormie. Je vois encore, ça revient pareil. Je dis, je suis sautée. J'ai tapé, c'est-à-dire que c'était comme si je chassais la chose sur mon corps, quoi, parce que ça, lorsque tu dors, il y a un truc qui vient, parce que moi, ça m'étonnait, quoi. Donc, j'ai allumé la lumière encore une deuxième fois. J'ai dit que, mais, qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde, je vois un scolopendre. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est, les scolopendres, ce sont des bêtes qui sont comme des 1000 pattes, qui ont des petits pieds qui ressemblent un peu aux serpents, mais qui sont petits. Et puis, vous voyez, non? C'est un peu ça. J'ai vu ça. Bon, vu que je ne voulais pas enlever, comment on appelle ça même, le moustiquaire. Parce que je me dis, mais attends, à quel moment le scolopendre est rentré? Vu que le moustiquaire est vraiment protégé, à quel moment le scolopendre est rentré, venu me truc? Oh, ça, si me mordait, c'était pas bon, hein, parce qu'on dit le venin du scolopendre même, c'est plus dangereux que le serpent. C'est ce que j'aurais appris. Hein. C'est ce que j'aurais appris que vraiment, c'est très dangereux. Donc, j'ai pris mon drap et j'ai tapé le scolopendre là, pour le tuer en fait. Donc, lorsque j'ai pris mon drap, comment on appelle ça, j'ai pris mon bras dans la main droite, j'ai tapé le scolopendre, en même temps mon bras droit est déplacé. Mais le scolopendre est mort. Donc, j'ai enlevé le moustiquaire là. Et je suis partie prendre, comment on appelle, je ne sais plus si c'est balai ou bien chaussures. En tout cas, je suis venue débrasser le scolopendre sur mon matelas et puis jeter. Maintenant, le lendemain, je suis arrivée chez mon ex en question. Là. Je suis arrivée chez lui et je lui ai expliqué le problème. Il dit, mais comment tu t'es arrivé? Je dis, je ne sais pas, que je me suis levée, je voulais tuer. Et en même temps, mon bras là, en tout cas, je ne tenais plus mon bras.
Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vu que je vous ai dit qu'il aime, lui, il aime des choses, des trucs de protection, il est parti voir le monsieur qui le protège là, il est parti le voir, il a expliqué le problème. Et puis, quand il a expliqué le problème, il est venu me dire que le monsieur a dit que c'est une dame dans notre famille qui cherche à nous faire du mal, pas moi et mon ex, mais moi et mes soeurs en fait, qui cherche à nous faire du mal, mais la dame là n'arrive pas à le faire. Elle veut juste moi me fatiguer. Parce que plusieurs fois, elle essaie de me tenter, elle n'y arrive pas, mais c'est une manière pour elle de venir. Elle voulait me mordre. Et Dieu merci, je n'ai pas pu, mais c'est mon bras qui est déplacé. Que de ne pas m'inquiéter, il va faire médicament pour moi. Donc, du coup, le lendemain, mon ex est parti, il a envoyé Canari avec un bidon. Il y avait un médicament dedans, bidon là, il y a un médicament dedans. Il a dit de boire Canari, de boire, de me laver. Non, il buvait, je ne me rappelle plus trop, mais je me lavais avec. Et puis, comment on appelle ça même? C'est qu'il y a dans le bidon aussi, là, je me rinçais avec chaque soir, je dormais. Depuis lors, là, je n'ai plus eu ce problème là jusqu'à maintenant. Plus jamais, j'ai même plus eu ce problème jusqu'à maintenant. C'est juste pour vous dire que, de fait, faisons beaucoup attention aux animaux, les petits bêtes insectes là. Vraiment, avant de les tuer là, il faudrait que on dit soit bismillah si on est musulman, ou soit Seigneur protège-moi, un truc comme ça avant de les tuer. On ne tue pas les animaux n'importe comment. Si tu les tues là, peut-être que c'est un membre de ta famille qui t'en veut. Donc en tuant la bête, tu peux avoir quelque chose. Moi, Dieu merci, le monsieur m'a vraiment sauvé parce que mon bras était vraiment déplacé. Donc c'était pour ça, voilà pourquoi je suis venue ici. Donc merci beaucoup et faisons très attention, surtout très attention aux animaux. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.